to create an organization, global, to create bridges for young people that I didn't have to work on. Believing in humanity, but with action, and saying we must hold ourselves accountable and we must do better. We must do better. Comment regarde-t-on le monde aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut qu'il devienne? Comment est-ce qu'on l'imagine? Bonjour, bon matin, MTL Connect. Bienvenue à cette troisième journée de programmation. En ce beau jeudi, beau. Ici, c'est beau, sous le ciel étoilé de la stratosphère. Merci d'être des nôtres. Vous allez bien ce matin? Oui, super. Les gens sur Pouf aussi, vous êtes bien? Vous êtes confortables? Hashtag Pouf People. Honnêtement, je suis tellement jaloux. Je pense que je vais venir m'évacher à côté de vous. Ça a l'air tellement confortable. Là, les gens vous regardent. Vous êtes les stars, gens de Pouf. Bonjour. Merci d'être ici. Et à tous les internautes qui nous suivent partout à travers les quatre coins de la francophonie, en Afrique du Nord, en Afrique, dans les pays francophones africains, en France, Belgique, en Suisse, partout à travers la francophonie, on vous salue. Merci d'être ici virtuellement en si grand nombre. Parfait timing pour vous montrer ce code QR qui est derrière moi. Si jamais ça vous intéresse, pour ceux qui ne maîtrisent pas tant la langue française, parce que la présentation va être en français, si vous scannez le code QR derrière moi et vous mettez vos earphones, your headphones, ça va être traduit en live, la conférence, en anglais ou en arabe. Donc, c'est assez impressionnant, c'est une belle technologie. On est dans un événement techno, pourquoi pas l'utiliser? Si ça vous intéresse, allez-y, scannez le code QR. Bon, alors déjà, juste avant de partir la prochaine conférence, cette grande conférence Territoire, humanité et l'impact de l'IA à travers tout ça dans tous les différents secteurs d'éducation, travail, je veux juste voir, vous, cher public, vous passez un bon MTL Connect jusqu'à présent? Oui. Merci. J'adore le feedback direct, mais c'est pas assez. On n'est pas derrière un Zoom, on est en présentiel, on est ici en tant qu'humain. Une autre fois, est-ce qu'on est là? Oui. Wouhou! OK. Super. Je vous ai réchauffé la foule. Sans plus tarder, je vais passer à introduire notre prochain conférencier. Alors, le sujet, c'est réhumaniser le numérique. On parle d'éducation, d'éthique et de futur du travail. Et pour cela, je vais inviter le Chief Digital and AI Officer de l'UMCSP. Sans plus tarder, on accueille Jalal Sharaf. Merci. Plaisir. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous êtes bien réveillés. On va essayer de réhumaniser le numérique ensemble. Ça va être assez interactif. Je vous demanderai de temps en temps de prendre votre téléphone et de voter, même les gens qui sont en ligne, si vous pouvez, pour voter sur quelques questions que je vous poserai. Alors, en fait, si vous avez bien suivi la conférence d'ouverture avec ma collègue Lamia Azizi, elle nous a bien expliqué ce qu'était en fait l'intelligence artificielle et qu'au fond, c'est en fait des algorithmes qui tournent sur beaucoup de data, beaucoup d'informations. Et donc, ils apprennent. En fait, nous sommes les premiers humains à enseigner à une intelligence non humaine ce que signifie penser. Et il ne faut pas oublier, elle l'avait bien signalé, ça veut dire que cette intelligence va d'abord apprendre qui nous sommes. Donc les gens qui disent oui, mais l'éthique et le bias, le biais qu'on trouve dans l'IA, etc. L'IA est un miroir de qui nous sommes. Donc en fait, quand les premiers LLM sont sortis, ils étaient d'une réflexion de ce qu'on était nous, l'humanité, sur Internet. Parce qu'ils se sont entraînés sur des informations qui étaient disponibles partout. Le racisme, tous les problèmes que nous avons,
qui sont sur Internet, parce que c'est ce que nous sommes nous, ben, ils sont ressortis à travers l'intelligence artificielle. Et puis après, les gens ils disent « ouais, elle n'est pas gentille, elle est raciste, elle n'est pas bien ». Mais en fait, elle est nous, c'est tout simplement notre miroir. Alors, quand vous pensez à l'intelligence artificielle, est-ce que vous vous sentez plutôt inquiet et enthousiaste en même temps, ou plutôt enthousiaste? Alors, je vais vous demander de voter, et on va regarder live les réponses. On va voir ce que ça donne. Voilà, on commence à voir les résultats arriver. Donc ce sont vos votes. On voit que c'est assez positif. Alors, 75% inquiet enthousiaste, 21% plutôt enthousiaste et 4% inquiet. Ça va, je crois qu'on a une audience de gens plutôt optimistes. Bon, c'est toujours en train de bouger un peu. Et voilà, donc voilà le résultat. 7, 70, 22. On revient donc à la suite. Et voici ce que dit le reste du monde. Ça, c'est une étude qui vient de sortir, là, en octobre. More concerned than excited, 34%. Donc vous êtes 7% à être inquiet. Dans cette étude, qui s'est faite sur 25 pays, il y a 34% de gens qui sont inquiets. 42% au milieu et 16% qui sont plutôt enthousiastes. Alors, là, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Qui connaît ce film? Magnifique. Alors, les gens qui ne connaissent pas ce film doivent aller le regarder à partir de ce soir. C'est un film magnifique. The Gods Must Be Crazy, ou plutôt Les dieux sont tombés sur la tête. Et en fait, c'est l'histoire, comme vous le voyez, c'est un avion qui passe au-dessus d'une tribu en Afrique. Et il y a le pilote ou son aide qui boit une bouteille de Coca-Cola en verre et qui la jette. Elle tombe à côté d'un bushman qui dit « mais c'est quoi ce truc? Il me tombe du ciel ». Donc il dit, voilà, les dieux nous ont envoyé un cadeau. Il prend la bouteille de coca, il va vers la tribu, et il commence à regarder, à dire, mais c'est quoi ça? Ils n'ont jamais vu. Donc ils vont essayer de faire plein de choses avec cette bouteille de coca. Ça va devenir un outil de travail, ça va devenir un outil de musique. Les enfants vont jouer avec, et les gens vont commencer à se disputer autour de cette bouteille de coca. Ça va créer des problèmes dans la tribu, dans le groupe. Et donc ce bushman va dire, je vais aller la rendre aux dieux, je vais la rendre là-bas, je vais aller la donner à la civilisation, parce que c'est pas bon pour nous. C'est tombé du ciel, oui, mais... En fait, l'intelligence artificielle, c'est cette bouteille de coca. Pour nous, aujourd'hui, on ne sait pas trop quoi en faire, eh ben, on dit plein de choses, mais la réalité, c'est que je pense qu'il n'y a personne qui sait exactement ce qu'on doit faire avec l'intelligence artificielle. On se pose encore des questions, mais c'est ça notre bouteille de coca. Sauf que lui, il s'est dit, je vais rendre la bouteille, mais nous, on ne pourra pas rendre la bouteille. Il faut qu'on se débrouille avec. Elle est là pour rester, et c'est ça la question. Nous sommes fascinés par cette intelligence artificielle. Il y a une accélération incroyable. Regardez, c'est incroyable, hein? Connecting people. Dès que Nokia disait ça, il y a Facebook qui a dit c'est moi qui connecte les gens, etc. Mais en fait, on a des téléphones pour se connecter, communiquer plus. Mais quand vous rentrez dans une famille, le soir, tout le monde est sur son téléphone et personne ne parle. Donc en fait, cette connexion, ce truc digital à tout va, a fini par casser le lien social que nous avons. Vous le voyez. Nous souffrons tous maintenant de ça. Alors, fragmentation, ben oui, c'est en train de nous fragmenter. Donc c'est en train de nous faire beaucoup de mal aussi. Ce n'est pas que positif, mais c'est plein d'espoir.
Alors la vraie question, ce n'est pas ce que l'IA peut faire, mais ce que nous allons devenir à travers elle. Parce que comme je l'ai dit, elle est là pour rester. Donc tous les gens qui disent « ouais, mais il ne faut pas utiliser, il faut limiter tout ça », rien. Vous avez vu quand l'intelligence artificielle est sortie avec ChatGPT et tout ça, il y a eu un mouvement mondial. Et il y a eu des gens, de grands penseurs, de grands technologistes, de grands entrepreneurs qui ont signé un papier en disant « il faut s'arrêter un petit peu avant de continuer ». Elon Musk était parmi les signataires. Il n'a jamais arrêté. Il a accéléré. Il a fait XAI, etc. Donc, je crois que c'est inarrêtable. Alors, nous avons numérisé le monde. C'est magnifique parce qu'on voit très bien l'intérêt de digital. En fait, c'est quoi? C'est une histoire de gestion de l'information. Ce qui est magnifique avec la gestion de l'information, c'est que vous allez à l'aéroport avec votre passeport. Normalement, vous n'avez pas besoin d'un petit livret ou d'un papier. On a juste besoin de savoir que Abdelrahman, c'est Abdelrahman. C'est tout. On peut voir ça dans ses yeux. Mais après, c'est quoi? Est-ce qu'il a un passeport? C'est le système qui sait. Est-ce qu'il a un visa? C'est le système qui sait. Ce n'est pas son papier qui est avec lui. C'est pour ça qu'il y a maintenant tant de pays qui ont, comme le Canada, qui ont simplifié les choses. Vous arrivez, vous n'avez pas besoin de sortir le papier pour leur montrer. C'est eux qui nous l'ont donné. Donc en fait, la gestion de l'information, c'est quelque chose de merveilleux quand on y pense. Si vous étiez un super cerveau et que vous saviez tout en même temps, en temps réel, vous imaginez un peu ce que vous pourriez faire pour gérer la ville de Montréal? Vous gagnerez les élections, qui arrivent bientôt, de maire de Montréal, et vous pourrez faire ce que vous voulez. Alors, nous allons parler un peu de l'éducation, qui, moi, je pense, doit changer complètement de paradigme. On ne doit plus préparer à un métier. C'est fini, ça. Mais on doit préparer à une capacité. C'est celle d'apprendre. À apprendre. Parce qu'un jeune qui est capable d'apprendre n'importe quoi, il vaut beaucoup plus qu'un spécialiste dans un domaine qui n'apprend plus rien. Ça aussi, Lamia l'avait expliqué. Le monde change. Vraiment, il faut qu'on soit très clair là-dessus. Quelqu'un nous a fait une présentation à MIT en disant, voilà, maintenant il y a des entrepreneurs qui veulent créer des unicorns, à une seule personne. Donc une personne, toute seule, avec des agents IA, etc., qui veut créer une entreprise qui va se valoriser à plus d'1 milliard de dollars. C'est en cours, hein. Ce n'est pas une blague. Et donc la question qui s'est posée, c'est, au final, c'est quoi la compétence qu'on doit avoir? Votons. Regardons encore ce que vous en pensez. Si on peut passer au vote. Alors, waouh. Pas beaucoup de créatifs. Hein. C'est pas très créatif tout ça. C'est un peu inquiétant, mais on va voir. Alors, voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. Nous sommes à 43% de l'esprit critique. C'est ce qui gagne. Donc l'esprit critique. Eh bien, l'audience a gagné. C'était la réponse de ce présentateur qui disait, voilà, c'est un monsieur qui connaît très bien l'entrepreneuriat avec l'IA. Et il a dit, effectivement, la seule chose qu'on doit vraiment apprendre aux gens, c'est l'esprit critique. C'est encore le message de Lamia. Vous savez, avec tout ce qui sort, si vous n'êtes plus capable de comprendre ce qui sort, vous êtes largué. Donc, c'est pour ça que l'humain a encore de la valeur dans cette affaire-là. Ce n'est pas l'IA qui va nous apprendre à la critiquer, mais c'est un autre humain qui va nous apprendre à faire ça. C'est très compliqué, c'est très difficile. L'IA devient de plus en plus intelligente, mais nous sommes capables de le faire. Alors, je vais donner quelques exemples. Une université vivante, un écosystème d'apprentissage, un esprit d'audace. Ça, c'est ce que fait Fatiha au Canada, avec son équipe. C'est ce que nous essayons de faire à travers le monde, mais c'est ce que nous essayons de faire à partir du Maroc
et de l'Afrique. Voilà la seule chose qu'on essaie de faire avec les gens qui nous côtoient. C'est Empowering Minds. Ça, c'est vraiment pour ça qu'on se réveille chaque matin. Alors, Empowering Minds, vous savez pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Parce qu'on a une confiance absolue en la capacité des jeunes à trouver des solutions aux problèmes que nous n'avons pas réussi à résoudre nous-mêmes. Et ça, quand vous avez cette conviction, vous pouvez vous attendre à de très belles surprises. Alors, ça c'est un exemple de ce que nous avons fait avec l'IA à l'UM6P. Il y a beaucoup de profs qui n'ont pas le temps de venir dans les studios pour se faire filmer et faire des cours qui sont digitalisés, etc. Donc, ça c'est un problème. Nous avons des profs, nous avons de beaux cours, mais nous ne pouvons pas construire des campus partout dans le monde. Nous allons aller toucher les gens en Afrique et dans le monde. Par quoi? Le digital. Donc il faut digitaliser, mais digitaliser, il faut le faire at scale. On doit le faire à l'échelle, donc on doit faire plus vite. Donc on a utilisé l'IA pour ça, et voilà à quoi ça ressemble. In a world shaped by ideas, we empower minds to imagine, to create, and to lead. At the Digital Learning Center, we're redefining how knowledge is designed through our AI course builder, built to scale, adapt, and empower. Development becomes seamless, fluid, adaptive, and efficient, where the friction of complexity gives way to intuitive, effortless innovation tailored for every learner. Here, co-creation is not a trend, it's the heartbeat of transformation. Faculty, instructional designers, and intelligent systems side by side, designing with purpose and precision. With smart authoring, every voice, from educator to subject matter expert, has the power to shape the future of learning with clarity, creativity, and speed. Faster, sharper, bolder. This is accelerated production, where precision meets ambition and scalable impact becomes the new standard. And while we create, automation takes care of the rest, eliminating repetitive tasks, ensuring consistency, and unlocking the freedom for teams to focus on what truly matters: creativity and connection. We are not just building tools, we are transforming education for learners, for institutions, for generations to come. Donc, quand on regarde ce qu'on fait avec l'IA, c'est qu'on essaie de résoudre des problèmes classiques, mais d'une manière nouvelle. Les étudiants aujourd'hui savent déjà beaucoup de choses. Ils ont accès au contenu, déjà en ligne, beaucoup de contenu gratuit. Ils n'attendent pas. Je me suis rendu compte en donnant un cours sur le Digital Mindset in the Age of AI que les étudiants, à la deuxième session, j'ai compris que c'était pas très intéressant pour eux de venir leur expliquer ce qu'est le deep learning, ce que c'est que l'IA, etc. Tout ça, ils ont déjà vu. Par contre, ce qui était intéressant, c'était d'avoir une discussion cool avec eux sur ce qui vient de se passer la semaine dernière. Donc, les 7 sessions qui étaient restées, c'était une discussion sur l'actualité de la technologie. Ils sont sur TikTok, ils sont au courant des derniers trucs qui sont sortis, ils m'expliquent ce que OpenAI a fait la semaine dernière, etc. Ils sont meilleurs que nous. Vous devez absolument comprendre ça. Les jeunes sont déjà devant nous. Et en fait, nous, on est derrière à courir après avec des paradigmes anciens, avec « viens, je vais te faire l'examen, tu réponds à la question ». C'est stupide. On leur donne un savoir et on leur demande de nous le restituer à travers des questions pour lesquelles on va leur donner des points. C'est comme ça qu'on évalue les gens, jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, ce n'est pas comme ça qu'on évalue. En tout cas, nous, ce que nous avons essayé de faire, c'est d'essayer de regarder les questions qu'ils posent, pas les réponses qu'ils donnent. Parce que les réponses, ils vont utiliser une IA, ils vont vous donner une réponse, et ils vont donc outsourcer, ils vont sous-traiter leur intelligence. Mais par contre, c'est quoi l'intelligence, comme on a dit? C'est de prendre cette intelligence artificielle et de l'utiliser en lui posant les bonnes questions. Donc ce qu'on regarde, c'est les questions qu'il pose. Un étudiant qui ne sait pas de quoi on parle, il ne saura pas poser les bonnes questions, ça se voit tout de suite. Donc, là, je voudrais montrer des choses. Vous avez entendu parler de certaines études qui sont sorties, comme celle-là par la Banque mondiale.
au Nigeria. C'est juste incroyable ce qui s'est passé. Ils l'ont fait. Ce que je vous montre là sont des études très sérieuses. Je pourrais vous donner les sources après. Mais ils ont réussi à réaliser les mêmes objectifs pédagogiques équivalents à 2 ans en juste 6 semaines dans une classe au Nigeria, grâce à l'intelligence artificielle. Donc beaucoup de gens disent « ouais, c'est pas bien, il ne faut pas donner l'intelligence artificielle ou ChatGPT, tout ça aux étudiants. » Non, parce qu'ils vont tricher. Mais il faut sortir complètement de cette manière de voir le monde. Quand on nous dit il faut aller dans un endroit qui s'appelle l'école, parce que c'est là-bas où se trouve quelqu'un qui s'appelle le maître ou la maîtresse. Elle sait, mais toi, tu ne sais pas. Et elle va te dire, et le résultat de cet échange, c'est que toi, tu vas donc savoir. Et donc, c'est ça l'apprentissage. En fait, aujourd'hui, ça a complètement changé. L'apprentissage peut se faire n'importe où, n'importe comment, etc. Donc, ce que l'intelligence artificielle peut faire pour nous, c'est nous aider à combler les gaps qu'on trouve dans l'apprentissage classique. Quand vous êtes dans une classe, comme là, par exemple, je vous fais un cours, vous avez des vitesses différentes de compréhension, vous savez des choses, certains ne savent pas, etc. Le résultat à la fin de la session, certains ont été augmentés parce qu'ils ont tout compris, d'autres se posent encore des questions. Donc aujourd'hui, on utilise l'intelligence artificielle pour pouvoir voir ceux qui n'ont pas été dans la classe, ceux qui n'ont pas compris, juste en analysant leur visage, les expressions faciales, et l'intelligence artificielle est capable de dire à la minute 3:17, on a vu que vous faisiez une grimace, peut-être que vous n'avez pas compris ce concept, voilà les ressources. Et donc, voilà une autre étude qui a été faite publiée sur Nature, donc c'est vraiment pas des trucs fantaisistes. C'est une étude, méta-analyse de 51 études expérimentales ou quasi-expérimentales. Les critères, c'est chaque étude incluse comportait un groupe expérimental ayant utilisé ChatGPT et un groupe témoin ne l'ayant pas utilisé. Ici, ChatGPT, je ne fais pas de la pub à ChatGPT ou OpenAI, c'est juste que l'étude a fait ça avec cet outil, mais je pense que c'est vrai pour tous les autres. Seules les études mesurant la performance d'apprentissage, la perception ou les attitudes face à l'apprentissage ou la pensée de haut niveau ont été retenues. Ça a été fait dans 3 catégories principales. Je ne vais pas vous lire ça, évidemment, mais ce sont les résultats. Et les résultats sont impressionnants. Ça nous a été présenté au MIT en août. Et voilà le résultat, c'est que ChatGPT, on average, ChatGPT use lifts higher order thinking by about half a standard deviation. Donc ça permet en fait de bouger un étudiant du 50e au 70e percentile on the critical thinking test. Donc ça, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure sur la compétence principale que nous recherchons pour tout le monde. Donc franchement, il n'y a pas de doute, il n'y a plus rien à prouver là-dessus. L'IA est là pour rester, mais il ne faut pas lui sous-traiter notre intelligence et notre... C'est pour ça qu'il faut garder l'esprit critique. Il faut être capable de dire, attends, elle a dit ça l'IA, mais je ne suis pas sûr, je vais vérifier, etc. Maintenant, avec MCP, avec tellement de choses qui sont sorties, l'hallucination est descendue, la précision a augmenté, l'IA est vraiment en train de faire des choses qu'on aime bien, c'est-à-dire faire des choses qui sont vérifiées, etc. Donc, les systèmes qui sont utilisés, par exemple, dans la recherche, Sakana AI, par exemple, les Japonais, c'est des IA qui suivent la méthode de recherche scientifique et qui peuvent faire de la recherche à votre place. C'est incroyable. Il y a même de la data synthétique qui est utilisée pour faire des tests, des expériences et tout ça. Ça change complètement les choses. Donc un chercheur qui ne s'adapte pas à ça sera un chercheur qui est à la traîne. Alors, là, on va parler un peu du futur du travail. Alors, il y a un changement de paradigme. On passe de la substitution à la symphonie. C'est-à-dire que le futur du travail ne sera pas celui où l'humain disparaît. On a beaucoup posé cette question, est-ce que l'IA va remplacer les gens? Et la réponse a été, celui qui utilise l'IA remplacera celui qui ne l'utilise pas. Mais en fait, c'est celui qui orchestre des intelligences multiples, c'est celui-là qui va gagner. Donc, franchement, ça fait plaisir d'être dans une salle avec que des humains,
mais peut-être ça ne sera pas le cas l'année prochaine. J'ai vu hier une annonce d'un robot de maison à $500 par mois, et il vous fait le ménage et tout ça. Voilà, donc Fatiha, elle est cliente, voilà. Donc vous avez là des choses qui sont en train de sortir, on parle de milliers de productions, etc. Franchement, ça va changer la face du monde, quand même, parce que là, on va voir avec nous des IA qui sont là. Là, il y a des IA qui nous écoutent, mais après, vous aurez ça sous forme humanoïde, etc. Donc, est-ce que vous savez orchestrer tout ça? C'est ce que font les femmes, d'ailleurs. Elles orchestrent très bien les maisons. Le mari, les enfants, les bonnes, elles font ça de manière meilleure. Il faut juste le faire digitalement, mesdames. Donc, vous allez faire un travail superbe. Je crois que c'est elles qui vont gagner, parce que nous, les hommes, on ne sait rien orchestrer, on se gère nous-mêmes, et encore, hein, on n'est pas très multitâche. Alors, la nouvelle littératie, c'est l'orchestration comme compétence clé. Dans un monde où chaque acteur, humain ou machine, apporte une capacité spécifique, le rôle clé devient celui qui sait assigner, synchroniser et interpréter. Alors, les équipes hybrides. L'IA devient un coéquipier, pas un concurrent. Ça, les gens qui sont en train de dire « ouais, mais l'IA va me remplacer tout ça », si vous ne faites rien, oui, elle va vous remplacer. Mais vous devez réfléchir à ce que vous pouvez faire à travers elle. Elle peut faire le travail à votre place, mais vous pouvez faire quelque chose d'un peu plus intelligent. La collaboration demandera des écosystèmes de travail augmentés. Nous le voyons maintenant, avec les IA qui se connectent à nos applications et on arrive à faire des choses beaucoup plus facilement. Des interfaces d'interprétation et une gouvernance distribuée des décisions. C'est là que je pense le problème à venir se posera. La gouvernance. Vous savez, nous, les êtres humains, on utilise notre pouvoir sur la data parce que c'est ça qui nous donne de l'importance. Il y a des gens, vous leur demandez une information, ils vous disent « ok, je vous l'enverrai », et ils gardent ça chez lui, et parfois ils vous la lâchent difficilement, etc. Parce que c'est... J'ai accès à l'information, les gens voudront l'information, me demanderont. On voit ça souvent. Mais dans la nouvelle ère, l'information sera disponible dans toute l'organisation. Elle est disponible à un tas de gens, y compris les managers, etc. Donc, si tout le monde sait ce que vous savez déjà, quelle est votre valeur ajoutée? Eh bien, notre problème sera de trouver la bonne gouvernance. Comment est-ce qu'on va faire confiance à tel agent, IA, avec un principe qui est absolument nécessaire, comme vous avez vu tout à l'heure dans la vidéo sur le AI Course Builder, the human in the loop. Il faut toujours avoir la capacité d'appuyer sur le bouton rouge et d'arrêter tout. Les accidents avec les agents arriveront bientôt. On voit plein de choses il y aura des erreurs, il y aura des agents qui iront prendre vos informations financières pour l'utiliser, acheter un truc à votre insu, etc. Il y a des choses qui vont arriver qui ne vont pas plaire. Alors, la prochaine économie ne sera pas celle de la production. Ce sera celle de la coordination. Et il y a une chose très importante dans les organisations, et je crois que l'IA vient de nous réveiller encore là-dessus, c'est ce qu'on appelle les dynamic capabilities des organisations. C'est la capacité d'une organisation to sense, donc de voir les choses venir, to seize the opportunities, d'attraper ces choses et de dire voilà, il y a une opportunité, il y a quelque chose à faire, comme le font si bien les grands entrepreneurs. Et transform, là quand vous prenez, vous agissez, vous faites des choses pour changer les choses. Ça, la transformation, elle peut être digitale, elle peut être un tas de choses. Tous les business models qui sont sortis il y a quelques années, comme Uber, Airbnb, il y a combien de technologies là-dedans? Zéro. Qu'est-ce qu'il y a comme technologie dans Uber? GPS? Il n'y a rien. Mais il fallait que quelqu'un pense quand même à l'idée. Ça vient d'un gars qui était à Paris et qui voulait prendre un taxi, il pleuvait, il n'a pas trouvé de taxi, il s'est énervé. Il s'est énervé, ça a donné Uber. C'est pas sorti d'un laboratoire de recherche, où il y avait des gens tranquilles en train de faire des tests. Airbnb, pareil. Donc, combien de choses, franchement, sauvent le monde parce que ce sont de bonnes idées. Ça, c'est ce qu'on essaie de faire en Afrique. Donc,
passer notre temps à regarder les choses les plus compliquées, les plus avancées, etc., c'est ce que font beaucoup de chercheurs, évidemment, et on doit mettre de l'effort là-dedans. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être résolues avec juste un changement de paradigme, de business model, de méthode, avec les technologies que nous avons aujourd'hui. Et ça, comme je le dis toujours, le DeepSeek, vous savez, DeepSeek, là encore, c'est quoi DeepSeek? C'est des Chinois qui n'avaient pas la main sur les GPU de NVIDIA. Ils se sont énervés aussi. Ils ont dit, on va trouver un autre moyen. Et ça a donné DeepSeek que Lamia adore. Voilà. Et on dit « necessity is the mother of invention ». C'est parce que, voilà, il y a des gens qui sont dans une situation où ils doivent absolument trouver une solution. Nous sommes plusieurs en Afrique à avoir cette position-là. Nous voulons des solutions, et vite. Et c'est pour ça qu'il faut avoir l'accès à toute cette technologie. C'est quelque chose de très important, en tout cas pour des pays comme les nôtres. Le problème, il est dans l'adoption. Ce n'est pas dans avoir le dernier truc qui sort, etc. Mais c'est d'adopter à très grande échelle. Et quand on est dans un contexte, comme on dit, context is queen, on arrive à percevoir des solutions et à comprendre ce qu'on veut résoudre. Ce n'est pas facile, vous ne pouvez pas apporter des consultants qui viennent d'autres environnements et leur demander de résoudre des problèmes basiques. Ce qui se passe sur Internet reflète en très grande partie ce qui se passe dans le monde occidental. Mais ça ne raconte pas l'histoire de l'humanité. Loin de là. L'Afrique, l'Asie peut-être en plus avancée, mais l'Afrique, elle n'a pas son importance qui est reflétée sur Internet. Parce que l'Afrique n'a pas accès comme les autres pays. L'Afrique, c'est 2% de l'économie mondiale. Mais ce n'est pas 2% sur Internet, c'est beaucoup moins. Donc, notre compréhension de la psychologie, quand vous regardez tout le corpus du savoir sur la psychologie dans le monde, les choses qui sont sorties par les recherches, les livres, vous regardez, en fait, c'est de la psychologie occidentale. Alors que la psychologie en Afrique, c'est tout un monde. Et ce n'est pas nécessaire de le comprendre quand vous n'êtes pas dedans. Si on demande à personne de tout comprendre. Et c'est pour ça que je pense sincèrement que l'IA, c'est l'opportunité historique qu'ont plusieurs pays pour se rattraper. Et on ne peut pas se rattraper en faisant exactement le même chemin que les autres. Il faut leapfrogger, il faut passer devant. Et pour passer devant, il ne faut pas aller s'inspirer d'autre chose, il faut s'inspirer de ce que nous avons nous. Pour ça, vous avez besoin que de l'outil. Maintenant, le problème, et on en discutait hier, les LLM puissants aujourd'hui sont entraînés sur des datas qui ne nous concernent pas. Donc, si on voulait faire quelque chose, ce serait, d'avoir des LLM qui sont basés sur nos datas, et nos datas, on n'en a pas beaucoup qui sont digitalisés. Et 2, c'est de donner accès à une grande partie de la population en Afrique. Les jeunes Africains peuvent trouver des solutions énormes. Il leur faut juste un accès. Alors, avoir accès à l'IA, il faut d'abord avoir accès à l'eau et à l'électricité et à Internet et à la santé et à l'éducation. Toutes ces choses-là manquent. Donc parfois, on est en train de, nous, Africains, en train de parler à résoudre des problèmes qui sont des problèmes de riches. Ce ne sont pas nos problèmes. Bon, quand je le dis comme ça, ce n'est pas que je suis tribal, mais je veux dire, l'Afrique... Hier, quelqu'un me disait, mais non, mais l'Afrique, c'est important. Oui, comment? Oui, il y a beaucoup d'Africains qui sont au Canada, aux États-Unis, en train de faire des choses extraordinaires. Super, mais moi, je produis les Africains pas pour vous les envoyer faire des trucs super chez vous. C'est ce qui se passe. Est-ce qu'ils reviennent pour faire des trucs super chez nous? C'est ce que essaie de faire Fatiha. Fatiha, ils nous ramènent les meilleurs, ils essaient de nous les ramener chez eux. Hein. Donc en tout cas, bienvenue chez vous, bienvenue à tous les gens qui veulent venir participer à la grande aventure que nous vivons au Maroc. C'est vraiment fabuleux ce qui se passe chez nous au Maroc et en Afrique. Je crois que j'ai vu une statistique, c'est que les 2 tiers des étudiants en 2050 seront africains.
Donc franchement, c'est le continent de l'avenir. Il se passe plein de choses très intéressantes, beaucoup de valeurs à créer, beaucoup de valeurs à capter. Vous pouvez devenir même riche si vous venez participer dans cette aventure. Donc voilà, avec ça, je vais finalement vous demander encore une dernière fois de participer. En un mot, comment imaginez-vous le futur du travail que vous souhaiteriez ? Si on peut voir les résultats. Sensé. Innovateur, solidaire. Africain, j'adore. Le futur du travail est africain. Humain. Ben voilà ce que je voulais voir. Humain. Ben ça veut dire que cette conférence a été utile. Nous venons de réhumaniser un peu le digital. Voilà. Humain gagne toujours. Décentralisé, enrichissant, inspirant. Équitable. Artificiel. Waouh. Le futur du travail est artificiel. Inspirant, digitalisé, solidaire et humain. Super. Magnifique. Donc avec ça, si on peut retourner, juste pour vous dire merci. Merci beaucoup, Jalal. On va passer à une période de questions. Si vous voulez vous présenter, ici, il y a un microphone juste ici, à la droite de la scène, votre gauche, et votre nom et votre question, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Je suis Mohamed Tabba, je suis enseignant-chercheur au Maroc. Je voulais remercier chaleureusement le professeur Sharaf pour cette magnifique présentation. Alors, en tant qu'enseignant-chercheur, j'ai du mal à me comporter avec mes étudiants pour les enseignements. Autoriser ou pas l'IA générative, ça commence à être une petite galère. Et là, j'ai testé beaucoup de méthodologies pédagogiques, à la fois par projet, par expérience. Et enfin, j'ai autorisé l'intelligence générative dans mes cours. Mais avec une notion de collaboration sur un projet réel. Et c'est là que je commence à faire cette créativité, que je change aujourd'hui d'avis pour aller vers l'esprit critique. Bon, ma question, peut-être pour ne pas déborder, c'est comment on peut imaginer une innovation pédagogique dans l'ère de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on va garder les mêmes ingénieries de compétences, même ingénierie de formation, parce que même les entreprises demandent d'autres compétences, comme l'ingénieur augmenté. Et est-ce qu'on va garder le même rôle de l'enseignant-chercheur dans l'écosystème éducatif? Ou peut-être on va réimaginer peut-être un autre rôle de l'étudiant et de l'enseignant. Merci beaucoup. Merci pour la question. Alors, j'ai rencontré quelqu'un la semaine dernière à Londres dans une autre conférence, fondateur de l'université Minerva, qui est à San Francisco. Et donc, il m'expliquait des choses. C'est une université étonnante, parce qu'elle parle que de mindset et de... Et il m'a dit qu'il y avait un entrepreneur qui venait de sécuriser 2000 chambres à Paris pour des étudiants qui vont aller étudier à Paris. Vous savez ce qu'ils vont faire à Paris? S'amuser. Toutes les études sont en ligne, il n'y a rien à faire à Paris, en termes d'études. Mais il va leur donner accès à avoir une vie sociale à Paris. Faites ce que vous voulez, tout ça, mais toute l'étude est sûre. Je dis, mais attends, c'est pas de l'éducation, c'est du tourisme. J'ai appelé ça l'édurisme. C'est incroyable, en fait. Les jeunes, on ne peut plus leur dire « venez vous asseoir et écoutez ce qu'on a à vous dire », etc. C'est en train de partir, ça. Donc,
Moi, ce que j'ai fait, par exemple, et je me suis rendu compte très vite que ce n'était pas très bon de dire « Ok, je fais un cours avec le AI Course Builder, voilà, l'IA, il est utilisé, mais je viens quand même faire un cours en classe classique parce que je leur dis des choses que j'ai créées par l'IA. » Très bien. Human in the Loop, j'ai vérifié évidemment et tout ça, mais je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas intéressés par répondre à mes questions et regarder si ils ont bien assimilé les concepts, etc. Ce n'était pas ça la question. Ils voulaient s'amuser, ils voulaient rigoler, ils voulaient parler. Et donc, la classe est devenue en fait un débat. On parle, je facilite le débat. Et par exemple, la classe était coupée en deux. Une fille disait « Moi, je veux le modèle chinois, parce que je veux me sentir sécurisé. Ça ne me dérange pas de donner toute ma data au gouvernement. Ils sont bien les Chinois. » Et il y avait un autre garçon qui lui disait « Mais non, mais nous voulons rester libres et tout ça. » Et donc il y a eu un débat dans la classe qui a... C'était incroyable de voir comment ces jeunes étaient en train de discuter. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un AI Tutor qui existe maintenant. Et le AI Tutor, ils ont adoré dans le sens où ils peuvent poser des questions qu'ils n'arrivent pas à me poser en classe devant les autres. Donc il y a plein qui ne savent pas trop si ça le fait ou pas de poser cette question parce qu'ils vont avoir l'air un peu... Et puis, il faut m'avoir moi physiquement ou devant eux ou par email, etc., office hours, pour qu'ils puissent avoir des réponses, alors que le tuteur peut leur donner les réponses sur place. Donc, moi je pense que le changement, c'est que, on ne va plus en classe pour apprendre de quelqu'un, on va pour discuter avec tout le monde. Déjà, Harvard le fait, Harvard Business School le fait depuis longtemps, avec les case studies, la méthode. Donc, quand vous êtes à Harvard, ils disent « Nous sommes tous des learners et des teachers ». Et le prof, il facilite le débat. Mais il n'y a pas, le prof ne vous dit pas les choses, parce qu'il parle de cas réels qui a été mis en scène, etc. C'est comme ça que tout HBS fonctionne. Le MBA, le machin, c'est de là que sortent les meilleurs leaders du monde quand même, des gens qui savent donner sens à... Donc, moi je pense qu'il faut casser les codes. Je suis un peu provocateur, mais vous devez tenir, parce que je sais que la pression est énorme avec les conservateurs. Les gens qui vous disent « Mais non, mais vous êtes fous, vous voulez donner accès. » Mais vous ne pouvez pas arrêter ça. Je ne vais pas dire aux élèves « Non, touche pas, tu n'as pas accès à ChatGPT. » Mais il sort, il l'a sur son téléphone. De quoi on parle? Et je pense qu'il faut faire confiance aux jeunes. Donc il faut se remettre en cause. Voilà comment je ferai. C'est juste un début de réponse, mais là, comme je l'ai dit, c'est la bouteille de coca. On est toujours en train d'essayer de comprendre ce qu'on va en faire. Je pense que ce qui est aussi difficile d'un lens nord-américain où le système éducatif n'a pas changé. Oublions les écoles spécialisées. On parle de Minerva Institute, ça c'est the Holy Grail. Vous avez aussi un beau lens dans votre programme, à votre école, mais je parle par exemple pour mon garçon qui va grandir dans un système éducatif ici en Amérique du Nord ou au Québec qui n'a pas évolué depuis si longtemps. On leur donne encore des devoirs en papier avec ça n'a pas évolué. Ce que j'entends, c'est « we gotta disrupt now » parce que sinon, on ne les forme pas pour l'avenir. C'est un peu le risque que je vois aussi. Là. Exactement, ça, c'est clair et net. Merci beaucoup. Oui, s'il vous plaît, votre nom, votre question. Bonjour, je m'appelle Aziza Chebani, je suis spécialiste en mesure et évaluation. Et donc, ça m'interpelle, exactement. Et déjà, ça fait 40 ans, on parlait de l'évaluation qui permettait à l'élève, avec document permis. Quand on a introduit document permis, des gens se disaient mais vous leur donnez les documents, c'est pas possible, ils s'en sortiront jamais. Ils vont jamais rien apprendre. Et après, il y a eu d'autres. On parlait aussi de production complexe, donc que les intelligences étaient multiples. Les caractéristiques personnelles des personnes intervenaient. On parlait on parlait de mesurer, évaluer, décider. Ça revient à peu près à observer, réfléchir. On parlait des technocrates qui ne pouvaient pas, justement, ils n'observent pas, ils ne sont pas liés à la réalité. Donc, ils interprètent et ils décident. Ils ne connaissent pas la réalité. Et ça fait la relation avec l'Afrique, etc. Donc, en fait, c'est une évolution normale. On a aujourd'hui des outils normaux, etc. Mais effectivement, le passage... Et ce que vous venez de dire, effectivement, de l'école, déjà au préscolaire, déjà au primaire, on devrait changer. Et on ne va pas attendre l'université, c'est vrai que... Et puis, pas tout le monde peut aller à UM6P, mais
vraiment, la question se pose dès le départ. J'ai eu une personne qui est venue me voir, qui est de l'Université de Québec à Montréal, et elle m'a dit, je trouve que toutes les réponses étaient du plagiat, les gens ont fait la même chose, etc. Comment je vais faire? Et dans le temps déjà, on disait l'oral. Mais on disait l'oral, c'est subjectif. Quand vous demandez à quelqu'un directement, il y a des gens qui sont extravertis, il y a des gens qui sont introvertis. Il y a des gens auditifs, il y a des gens visuels. Il y a des gens internes, il y a des gens externes. Comment est-ce que toutes ces caractéristiques personnelles peuvent intervenir? Et je crois que c'est toutes ces questions qu'on s'est posées depuis plusieurs années pour l'évaluation de manière générale se reposent aujourd'hui pour l'IA. Qu'est-ce qu'on vous en pense? Oui, quand la calculatrice est sortie, les profs de maths ont fait grève aux États-Unis. C'est vrai? Mais oui, Ouais. ils ont dit les élèves n'apprendront plus rien. Mais dites-moi, pourquoi on pense que faire des calculs de tête, c'est une compétence? Je sais dire que 387 fois 3412 est égal à boum rapidement. Et alors? Ça te sauve de quelque chose? Tout à fait. Comme Gadmelh qui parle de la racine carrée de 2. A sauvé quelque chose, quelqu'un l'a utilisé quelque part. Donc en fait, la réalité c'est que on doit absolument se poser ces questions-là sur finalement, c'est quoi l'éducation? À quoi ça sert d'apprendre à un humain quelque chose? Et demain, quelqu'un qui sort de l'école, qui ne sait pas utiliser l'intelligence artificielle, mais c'est quoi comme école ça? Ouais. Vous allez dans une entreprise, tout le monde est sur l'intelligence artificielle, mais vous arrivez, vous dites non, je ne pouvais pas parce qu'ils m'ont l'avait interdit. Et ouais, qu'est-ce que je fais de toi maintenant que tu es sorti de l'école, tu ne sers à rien. Absolument. Donc vraiment, il faut se poser la question sur quel est l'objectif avant de le mesurer. Voilà, je pense qu'il faut mettre la mesure et l'évaluation de côté pour l'instant, faire pause, et se poser la question sur qu'est-ce qu'on veut au final. C'est cette recherche de sens, encore une fois, cette bouteille de coca, qui est pertinente. Le débat, c'est maintenant. Oui. Voilà. Je pense qu'on aurait pu continuer. Je sais que vous aviez d'autres questions, mais ceci met fin à la présentation de M. Charaf. Merci beaucoup, Jalal. Okay. Et merci à vous, cher public. Nous allons prendre une petite pause. On va se reprendre juste aux alentours de 11h10. N'allez pas trop loin. On reprend avec le prochain panel. Merci. À tout de suite.